Bonsoir à tous. Je suis Adèle Hébert, je travaille à la bibliothèque départementale de la Manche. Nous avons organisé cette soirée en partenariat avec la médiathèque de Carentan-les-Marais qui vous a accueillis dans le hall et avec Normandie Livre et Lecture, donc ma collègue Alexandra qui est présente. Je vous remercie à tous d'être là pour cette soirée de sensibilisation à l'illettrisme, donc qui va nous être incarné ce soir par Aline Le Guluche qui va présenter son parcours. Simplement vous dire quelques mots sur le fait que les bibliothèques font de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, essaient de travailler sur ce domaine-là, qui n'est pas un domaine évident, qui est une réalité encore taboue. Mais vous pouvez trouver des informations aussi dans les médiathèques et dans de nombreux sites internet qui sont des ressources autour de l'illettrisme, notamment celui du Centre Ressources Illettrisme de Normandie. Donc vous avez beaucoup de contacts aussi si vous souhaitez aller encore plus loin sur cette thématique. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Adèle. Donc je suis Alexandra Guérou-Picot de Normandie Livre et Lecture. Donc nous sommes l'agence de coopération pour les professionnels du livre, donc c'est-à-dire éditeurs, libraires, auteurs, bibliothèques et manifestations littéraires. Et nous travaillons depuis plusieurs années sur l'illettrisme en partenariat avec le Cariforef. Voilà, je vais introduire donc ce soir Aline Le Guluche, qui a donc écrit J'ai appris à lire à 50 ans aux éditions Prisma, qui va vous raconter son parcours très émouvant. On a déjà pu l'entendre ce matin, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Qui sera interviewée par Sandra Dos Santos du Cariforef de Normandie. Donc c'est le centre ressources illettrisme en Normandie. Et il y aura une vente dédicace par la Maison de la Presse de Carentan. Juste à la sortie, vous aurez l'occasion d'acheter et de faire dédicacer son ouvrage. Voilà, donc je leur passe la parole à toutes les deux et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Alexandra, merci Adèle. Bonsoir à tous, merci d'être venus, d'être présents. Moi, je ne vais pas beaucoup parler ce soir, puisque celle qui va vraiment témoigner, vous rapporter tout son parcours, c'est Aline Le Guluche, qui, comme l'a dit Alexandra, a donc écrit ce livre qu'elle a intitulé « J'ai appris à lire à 50 ans ». Donc elle va pour cela un peu nous retracer son parcours. Donc je pense que je vais lui laisser la parole et je la reprendrai peut-être de temps en temps, mais très peu, parce que l'idée, Aline, donc si vous pouvez, ce qu'on disait, en revenir sur votre parcours qui du coup est retracé dans ce livre, mais que vous nous retraciez un peu tout ça. Merci Sandra. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis un petit peu émue de vous voir. Excusez-moi. Donc voilà, je suis Aline Le Guluche et je suis le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France et aussi ambassadrice du programme Water Future que Lancôme a mis en place pour l'illettrisme des femmes dans le monde entier. Et moi, je suis leur porte-parole pour la France. Et du coup, en tant que porte-parole et étant partenaire de la lutte contre l'illettrisme, j'ai eu beaucoup de chance à un moment donné de ma vie de pouvoir retourner à l'école pour pouvoir acquérir les compétences de base, puisque dans notre vie actuelle et même passée, mais maintenant c'est très compliqué, que les compétences de base sont obligatoires. On ne peut pas vivre à l'heure actuelle, on ne peut pas se débrouiller si on ne sait pas lire, écrire et compter et comprendre ce que l'on lit pour être pleinement autonome. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et ce livre, c'est le fil conducteur. Ce livre, voilà, c'est le fil conducteur de l'illettrisme tout au long d'une vie. Comment faire pour vivre avec ça quand on sort de l'école sans les compétences de base. Donc, je suis issue d'une famille de paysans, des milieux ruraux. J'étais la dernière d'une fratrie de 8 enfants.
Et donc la scolarité à l'époque n'était pas la priorité pour mes parents. La priorité pour mes parents, c'était de se lever le matin, de travailler pour s'occuper de la ferme et puis être courageux, avoir des vraies valeurs. C'est ce qu'ils m'ont enseigné et pour cela, je les remercie. Ensuite, je suis allée à l'école comme tout le monde à l'âge de 6 ans. À l'époque, c'était 6 ans. Et je suis tombée sur un instituteur assez violent, comme il en existait pas mal à l'époque. Et cet instituteur, il ne comprenait pas pourquoi je n'arrivais pas à associer le be et le a, pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à écrire comme les autres. Donc c'était toujours des coups de règle, tirer les cheveux, être insulté, frappé, puni dans le couloir et j'en passe. Et donc avec cet enseignant, aussitôt qu'il arrivait derrière moi, de toute façon je ne pouvais plus maîtriser le peu d'écriture que j'aurais pu faire, je ne pouvais pas maîtriser. C'était que l'angoisse. Hein. J'arrivais à l'école avec la boule au ventre. Ensuite, je suis tombée sur un instituteur qui était vraiment jeune, moderne. Et lui, par contre, son challenge, c'était de me donner le goût des mots, de m'apprendre que le be et le a, ça faisait bas, d'essayer d'améliorer, d'essayer que je puisse m'en sortir plus tard. Et tout ce que j'ai appris, c'est avec lui que je l'ai appris. Même si je suis quand même sortie de l'école avec un gros manque de compétences. Cet enseignant lisait il lisait mes exercices, me lisait mes récitations pour que je puisse les apprendre, me lisait les exercices de maths, et là j'écrivais le résultat vite fait parce que les maths ça marchait bien. Donc toutes ces années de primaire, tant qu'il était auprès de moi, ça allait. Et ensuite, je suis retombée, bien sûr, j'ai continué à avancer. Je suis tombée sur d'autres enseignants qui ne comprenaient pas que j'arrivais pas à lire et à écrire, et que j'étais bonne dans d'autres matières. Donc j'étais souvent traitée d'imbécile, voilà, de bonne à rien, de fille de paysan, etc. Et ensuite, je suis arrivée au collège. Au collège, il ne s'est rien passé, hein, puisque de toute façon, j'étais dans une voie de garage et je ne pouvais pas apprendre l'anglais, je pouvais pas apprendre, j'arrivais déjà pas avec le français. Donc voilà, j'étais en voie de garage jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, où j'ai quitté l'école à 16 ans. Et c'est ainsi que je commençais à travailler en usine, hein. Parce que comment faire quand on manque de compétences à la sortie de l'école, on peut pas aller travailler dans un restaurant, même si j'ai essayé, même si à un moment donné j'y ai travaillé, mais ça ne fonctionnait pas parce que je pouvais pas prendre les commandes. Donc j'ai travaillé en usine, c'était la meilleure alternative que j'avais. Et dans cette usine j'ai travaillé 15 ans. C'était une usine de pâtisserie, donc jamais on m'a demandé de lire et d'écrire, on m'a juste demandé de travailler. Donc je travaillais et j'étais fière de mon travail. Ça ne me dérangeait pas. Mais la vie est continue, hein. Et à un moment donné, il a fallu que je change d'entreprise, donc j'ai travaillé à l'hôpital de Mantes. J'avais une proposition pour travailler dans le service restauration à l'époque et je pensais qu'on faisait tout simplement que j'allais pouvoir faire la plonge et le ménage jusqu'à la retraite, je pensais ça. Et moi ça m'aurait été, hein, c'était pas un problème, je travaillais donc je nourrissais ma famille, hein, enfin, j'apportais de l'argent au foyer, donc tout était bien. Mais la vie, non, c'est pas ça. Donc il a fallu pour pouvoir qu'on me garde, pour pouvoir continuer à évoluer. C'est comme ça à l'hôpital, on bouge les gens, on leur impose un petit peu, et c'est normal, hein, il faut bouger, il ne faut pas rester sur ses acquis comme ça. Donc on m'a demandé de passer à la fabrication des entrées et des desserts. Voilà, mais là, ça commençait à se compliquer sérieusement, parce que là, il fallait savoir lire les listings. Hein. À l'époque, en plus, les premiers listings que j'ai eus, c'était écrit à la main, donc j'arrivais pas du tout. Elle avait une écriture très enrobée et j'arrivais pas à lire du tout.
ce qu'elle écrivait. Tandis que c'est vrai que les écritures à la machine à l'époque ou maintenant sur l'ordi, voilà, les lettres sont bien faites, donc il est un peu plus facile de décomposer pour déchiffrer et ensuite lire un mot. Donc tous ces listings, je les ai ramenés à la maison et j'ai travaillé sur les mots, c'était des mots simples, c'était des mots, voilà, un betterave, tomate, des menus de l'hôpital, donc rien de compliqué pourtant. Mais pourtant, c'était quand même très compliqué pour moi. Donc je ramenais à la maison et je m'efforçais de faire de mon mieux. À l'époque, j'avais demandé de faire une remise à niveau pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir arrêter d'avoir peur qu'on me demande d'écrire quelque chose ou de lire quelque chose à voix haute. Et du coup, on m'a dit que j'en avais pas besoin, que ça servait à rien, qu'il n'y avait pas d'argent pour ça. Donc voilà, pas d'école. Pas d'école pour moi à l'époque. D'accord, donc je continue à progresser dans ce tourbillon qui m'angoissait tout le temps. Mais la vie fait en sorte aussi de continuer. Le travail, ça reste pas figé dans le temps. C'est pour ça que je dis toujours, quand je rencontre des entreprises, que si on donne la chance à nos ouvriers de s'améliorer, c'est gagnant-gagnant, parce que le bidon, il faut utiliser le bidon bleu pour laver par terre. Un jour, le bidon il peut passer rouge, alors on n'a plus de produit, quoi. Et pourtant, c'est juste une question de lecture. Mais ça reste compliqué pour encore beaucoup de personnes, puisqu'il y a quand même 2,5 millions d'illettrés en France, dont 50% de cette population travaille. Donc ce n'est pas rien. Et donc c'est vrai que ça serait un petit peu gagnant-gagnant que tout le monde puisse avoir la chance de retourner à l'école un jour. Alors ensuite, il a fallu que j'aille travailler dans les étages. Voilà, c'est comme ça. C'est l'évolution de carrière. Pour quelqu'un qui manque de compétences, c'est pas évident. Donc j'ai travaillé dans les étages et là, il fallait que je propose aux patients les produits que j'ai fabriqués pendant des années. Donc je connaissais bien mes produits, je connaissais bien mes régimes. C'était pas un problème, ça, puisque je m'étais adaptée à cette situation. Mais là, il fallait lire le menu, proposer aux gens tomates, poulet, poisson. Et donc, je m'entraînais. Je m'entraînais dans mon office pour lire à haute voix, parce que ça m'angoissait d'office. Et déjà, rien que de prononcer le mot du patient, je pouvais pas. Alors, Monsieur Dupont, j'arrivais à le déchiffrer, mais aussitôt que ça se compliquait, je disais juste bonjour monsieur, bonjour madame, et puis je disais le patient de la chambre 24, le lit numéro 1. Voilà, parce que ça, les chiffres, c'est toujours été mon repère. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Pour les régimes, j'utilisais les abréviations assez classiques, et que j'avais appris en cuisine d'ailleurs. Donc ça fonctionnait bien. Mais tout ça, ça veut dire que c'est toute une vie d'angoisse, toute une vie d'incertitude. On triche tout le temps, on recopie les mots que l'on voit sur le cahier du voisin, enfin ce que les gens avaient écrit avant, parce qu'à l'hôpital, il faut toujours quand même mettre quelques transmissions, si petite soit-elle. La chambre numéro 24 est essentielle, donc voilà, donc il faut recopier sur le planning le mot, mais toujours être très attentif, parce que la moindre faute, la moindre chose qui ne va pas, forcément la collègue dit alors qu'est-ce qui t'arrive, et puis voilà, une réflexion, et c'est tout de suite le mal-être qui s'installe. Donc encore à cette époque, j'ai voulu retourner à l'école parce que j'étais capable d'encadrer des jeunes pour le travail. Je savais travailler, mais je ne savais pas écrire. Voilà. Donc on est toujours obligé de faire des rapports quand on encadre les gens. Donc on ne peut pas. Et là, à cette époque, j'avais demandé à ma fille de me faire un courrier
pour que je puisse donner à la direction. Donc le courrier arrive à la direction par la poste, donc ils n'en tiennent même pas compte parce que le courrier est bien écrit et moi je demande une remise à niveau, je demande de retourner à l'école. Donc ils ne comprennent pas pourquoi, donc le courrier n'a pas été retenu. Ensuite, j'en ai fait un deuxième. J'ai demandé à ma fille d'en faire un deuxième et là, toujours pas de courrier, toujours pas de réponse. Voilà, donc avant 50 ans, j'étais très fatiguée, parce que c'est usant de toujours se cacher, d'être toujours dans le stress. J'ai poussé la porte du bureau pour dire voilà, je veux retourner à l'école maintenant. Et donc j'ai dit vous avez déjà reçu des courriers et puis vous m'avez même pas répondu ou juste négativement sans me donner plus de réponses que ça. Donc je veux comprendre. Et donc j'ai expliqué mon cas, moi. J'ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, je vis dans la tricherie, dans la cacherie. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Comment faire? Je veux retourner à l'école. Donc elle m'a entendue, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à lui expliquer. Et au bout de quelques temps, elle m'a téléphoné pour me dire, voilà, j'ai une école, j'ai trouvé une école pour vous. C'est le Greta les compétences clés à Paris. Donc, parce qu'avant j'avais fait une demande au Greta, j'avais présenté mon dossier et puis me l'ont refusé, l'hôpital. Donc c'était encore une pénalité supplémentaire. Et donc là ils m'ont trouvé les compétences clés à Paris. Mais là il faut prendre le bus, il faut prendre le train, il faut prendre le métro, il faut pas se perdre. Et il faut lire les panneaux, donc c'était encore une grosse frayeur et puis beaucoup de stress et ben voilà, il a fallu qu'on m'aide à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait, comment fonctionne un métro, c'est écrit où, les chiffres et tout. Donc moi les chiffres je me repère assez, donc ça, je me suis débrouillée. Et arrivé aux compétences clés, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois des jeunes de 20 ans. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que dans ces années 1995 à peu près, comment ça se fait qu'il y a encore des jeunes illettrés en France? Et ben voilà, il y en avait, puis il y en avait une majorité, Et ces jeunes, c'était des jeunes qui travaillaient. Et puis, pour qu'ils soient embauchés dans leur établissement, il fallait qu'ils aient des compétences. Donc il a fallu qu'ils retournent à l'école. Mais moi, j'étais pas fière d'y aller. J'avais honte, certes, mais eux, encore plus. Et il y avait des jeunes qui osaient même pas rentrer dans la classe. Et donc, il a fallu que nous, les adultes... par rapport à eux, parce qu'il y avait beaucoup de gens quand même de 40 ans et 30 ans, donc il a fallu qu'on les aide à s'intégrer et puis à se dévoiler eux aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était une très belle expérience parce que dans cette école, on a tous progressé, on est tous sortis vainqueurs. Parce qu'on a tous appris, comme les supports de cours, c'était surtout sur la vraie vie, sur le travail, sur les documents à régler, et tout ça. Avec tout ça, on pouvait installer des règles de grammaire, des mots à écrire que l'on savait pas nous, donc même des mots très simples, jambes, pieds, le corps humain. Voilà, donc elle nous a appris tout par rapport à ce qu'on avait besoin vraiment. C'était vraiment très, très intéressant. Et comme ça, ainsi, moi, j'ai pu passer un CAP ensuite en VAE. Et là, j'ai pris des cours d'informatique. J'ai vraiment bien progressé. Et là, je me suis aperçue qu'avec un ordinateur, j'écrivais beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Je n'avais pas besoin de toujours... rayer, gommer, enfin retourner en arrière. Là, avec l'ordinateur, j'écris et je vois en même temps. Pour moi, c'est un support, c'est un bon support. Sans cet ordinateur, j'aurais pas pu écrire mon livre parce qu'à la main, c'était pas possible. Et sans cet ordinateur, j'aurais pas pu faire ma VAE et j'aurais pas eu mon CAP non plus.
Donc tout ça c'est lié, parce que maintenant tout est informatisé et c'est assez compliqué de lire et d'écrire. Alors maintenant il faut aller sur des sites, il faut comprendre le site, regarder comment que ça marche. Donc c'est de plus en plus compliqué pour les gens en général. Et pour les personnes illettrées, c'est une catastrophe. Je sais que tu peux parler. Alors, une question, parce que oui, vous avez évoqué à un moment votre fille. J'aurais voulu que vous nous disiez aussi par rapport, je sais que vous avez 2 enfants, comment avec vos enfants ça se passait aussi par rapport à votre illetrisme quand ils étaient plus petits. Alors, être illettré, c'est aussi être maman, hein, un jour. Et puis, c'est vrai aussi que les illettrés, en fait, quand on manque de compétences, en fait, je pense qu'on a du mal à s'éloigner de notre petit village ou de notre environnement. On se sent en sécurité. Et du coup, voilà, on reste dans notre petit cocon, on se marie et puis on fait des enfants, hein, puisque c'est ça les belles choses de la vie. Et comment être maman, suivre la scolarité de nos enfants sans savoir lire et écrire. Comment faire? Donc, moi, j'ai toujours voulu que mes enfants ils aiment les livres. Donc, autour de moi, j'avais mes sœurs, donc elles m'ont donné des livres, hein, parce que leurs enfants n'avaient plus besoin. Mais bon, c'est vrai qu'elles ne savaient pas, parce qu'on n'en parlait pas. Hein, chez mes parents, on parlait pas de ce mot-là, quoi. On disait elle est pas très forte à l'école. Bon, l'école c'est pas son truc, mais on parlait pas du mot illettré. Ça faisait pas partie des conversations. C'était très tabou tout ça. Et donc pour mes enfants, j'avais les livres que mes sœurs m'avaient donnés. Hein. C'était leurs enfants avant. Et donc, avec ces livres, comme je ne pouvais pas les lire, je regardais les images et je leur donnais. Puis moi, je racontais l'histoire du livre. Mais je ne lisais pas, je racontais l'histoire du livre. Et ainsi, mes enfants, ils ont pu aimer les livres quand même. Et ils ne se sont pas rendus compte que je ne savais pas. Ensuite, quand ils ont été scolarisés, ce que j'ai fait, c'est que je leur faisais lire les petits mots de la maîtresse, je leur faisais lire leurs devoirs. Je dis, bon, allez, lis-moi tout ce que tu as comme devoir à faire. Et voilà, en partant de là, comme c'était eux, de toute façon, qui me lisaient tout, après, je pouvais tout à fait les diriger. Et c'est vrai qu'ils ne s'en rendaient pas compte, les enfants, c'est innocent. Et moi, je voulais surtout pas... qui voient que je les utilisais parce qu'il y a le respect et la maman quand même. Il faut quand même continuer et pouvoir les élever tout en les dirigeant et qu'il n'y ait pas un conflit ou que les enfants ne se sentent pas supérieurs à un moment donné. Donc c'était tout ça, une grande stratégie. Mais ça n'empêche qu'ils ont bien évolué, puis ils ont eu tous les deux... bac et plus, quoi. Ils ont fait leurs études. Et c'est vrai que du coup, maintenant, ils le savent, hein, et puis depuis longtemps, mais on n'en a jamais parlé. C'est vrai que j'avais des courriers importants à faire. Ça a toujours été mes enfants qui me l'ont fait, soit ma fille, soit mon fils, qu'importe. Quelquefois, j'essayais de me débrouiller. Je faisais un petit brouillon pour leur donner la piste un petit peu de ce que je voulais mettre en écrit. Et puis, mon fils, il me dit, arrête maman, tu nous rends fous, écris pas, on va le faire. Voilà, parce que je voulais pas non plus qu'ils m'aident, ils n'étaient pas là pour m'instruire, en fait. C'est pas leur rôle. Alors, vous avez dit que vous êtes retourné en formation, vous avez du coup pu passer aussi en plus un CAP par la VAE que vous avez obtenu. Hein. Et quand vous êtes du coup revenu sur votre lieu de travail, par rapport à vos collègues, est-ce que aussi vous avez, je crois savoir, vous avez aussi incité d'autres peut-être personnes, parce que vous êtes rendu compte qu'on pouvait réapprendre à tout âge. La preuve, vous êtes retourné, comme vous dites, à l'école à 50 ans, dans un centre de formation professionnelle avec plein des adultes. Donc, est-ce que après, voilà, cette expérience, comment vous en avez parlé aussi dans votre milieu professionnel et puis même dans votre entourage?
Alors c'est vrai que quand je suis sortie de l'école, je me suis sentie une autre personne. Déjà, je me sentais beaucoup plus à l'aise, je me sentais libre. C'est comme si j'étais sortie d'une prison. J'avais laissé tomber tous les murs, tous les complexes, et ça m'était bien égal de faire des fautes, et j'en fais toujours. Et c'est comme ça. En plus, comme je suis dyslexique, je confonds toujours les lettres. Des fois, c'est pas tout à fait synchronisé entre mon cerveau et ma main qui écrit. C'est comme ça. Mais maintenant, j'accepte. Et je dirais même que c'est devenu un combat. Et à partir du moment où je suis sortie de l'école, j'ai fait le souhait comme ça de dire que tous ceux qui avaient des problèmes, il fallait qu'ils aillent à l'école. Il fallait qu'ils y aillent. Il fallait que ce problème ne soit plus tabou. Il fallait que ce problème, on puisse en parler en famille. Et puis plutôt que de dire mais non, mais de toute façon, t'es trop vieux, tu n'y arriveras pas, ou laisse tomber, t'es bien comme ça. Non, on n'est pas bien comme ça du tout. Non, on doit aller de l'avant, on doit dans nos familles pouvoir trouver la personne qui est en difficulté et puis retourner les remettre à l'école, hein, leur demander de s'épanouir en fait, parce que c'est ça. Une fois qu'on arrive à aller vers la culture, parce que ça brise tous les rêves d'un enfant quand il sort de l'école et qu'il est lettré, ça lui brise tous les rêves. Il peut pas faire du théâtre, il peut pas choisir de la musique, il faut qu'il lise correctement qu'est-ce qu'il cherche. Il peut rien faire, il peut pas lire une affiche de cinéma. Alors bien sûr, il va reconnaître l'acteur, il va tourner autour de ça, mais il va pas pouvoir lire le titre et puis donc voilà, c'est vraiment un problème. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, hein, comme dans d'autres entreprises, moi j'avais des collègues qui avaient des problèmes aussi, hein, et qui en avaient marre, qui étaient fatigués de leur situation professionnelle, parce que quand on est en bas de l'échelle et qu'on manie toujours des choses lourdes, qu'on passe des journées entières à faire le ménage ou la plonge, forcément le physique, lorsqu'on arrive à 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui sont usées professionnellement. Ils ont les épaules usées, des hernies discales, etc. Et donc, mes collègues, j'en ai emmené quelques-unes vers la DRH, hein, et puis elles ont pu retourner à l'école. Il y en a une qui est devenue aide-soignante, deux même, et puis une autre, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, elle était très heureuse de pouvoir vaquer à ses occupations, et très heureuse de pouvoir aller à l'école et tout ça, quoi. En plus, après, moi, j'ai pu me mettre dans le syndicat de l'hôpital pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir parler de leurs problèmes, pour pouvoir les diriger, les aider aussi dans les papiers, parce que les syndicats aussi, c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour aider les gens, les diriger vers leurs besoins. Enfin, s'ils ont un courrier à faire, tout ça, c'est quand même important. Et du coup, avec tout ça dans ma tête, ça trottait. Je me disais, toute cette misère, toute cette pénibilité que les gens ont tout au long de leur vie en tant qu'illettrés, je voulais faire un livre de tout ça. Ça commençait à mûrir. Et ensuite, c'est vrai que j'ai rencontré la lutte contre l'illettrisme, Monsieur Fernandez, qui a vraiment une très belle association, enfin c'est plus qu'une association d'ailleurs, c'est un combat. Et puis j'ai rencontré Julie Audouin Urdangaret de Lancôme, qui m'a demandé d'être leur ambassadrice pour la lutte contre l'illettrisme des femmes, et j'ai fait mon souhait d'écrire un livre pour en fil conducteur que ce soit l'illettrisme et les problématiques que ça peut engendrer. Et du coup, ils ont pris mon livre en charge, parce que toute seule, j'aurais pas pu trouver des éditeurs et tout ça. Ça reste quand même un long chemin. Et du coup, voilà, ce livre est sorti pour les 20 ans de l'illettrisme l'an dernier. Un très beau livre d'ailleurs. Enfin, je vous conseille vraiment de le lire. Il est,
Aline là nous a raconté une petite partie, elle nous résume, mais dans le livre, tout est très bien raconté, très bien écrit, et c'est vraiment très touchant. Et on se rend compte toutes les difficultés aussi que c'est au quotidien. Elle l'a bien exprimé, je trouve, d'être en situation d'illettrisme. Alors moi, Aline, je pense qu'après l'idée c'est aussi de donner la parole à la salle, mais j'aurais une question à vous poser, c'est que alors vous êtes retourné en formation, vous avez eu un diplôme par la VAE, vous avez écrit un livre, vous êtes interviewé. Alors aujourd'hui, elle est au théâtre de 40 ans, mais je peux vous dire qu'elle est aussi passée à la télé. Aline, elle a été interviewée quand elle a sorti son livre par Ruquier, elle a été interviewée par Elisabeth Quint aussi sur Arte. Enfin voilà, elle a fait tout ça. Donc moi, c'est quoi votre prochain défi en fait ? J'ai pas vraiment de défi là tout de suite. Là tout de suite, moi mon défi c'est d'aller de ville en ville, même s'il faut que j'aille dans chaque maison dire tiens, s'il y a un problème, on peut en parler, il y a des solutions, il y a le numéro vert de l'illettrisme, mais ne restez pas comme ça parce que c'est une prison intellectuelle, parce que on peut pas aller dans une bibliothèque lire, on peut pas avoir accès à la culture. C'est quand même affreux. On vit que pour travailler, rentrer à la maison, faire nos tâches et puis aller se coucher, quoi. C'est pas que ça la vie. La vie, c'est aussi de s'asseoir, de pouvoir lire un livre tranquillement, de pouvoir le savourer, de pouvoir lire le journal, les potins du coin et de les partager. C'est ça aussi la vie. C'est pas que de travailler tout le temps. Merci Aline. Alors moi je vous invite, si vous souhaitez réagir, avoir des questions. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous passer un micro dans la salle. Si vous permettez, j'aurais 2 questions, si vous pouvez m'y répondre. Toutes simples. Tout d'abord, pour vos années d'apprentissage, c'est-à-dire 6 ans, c'est le CP, est-ce que c'est indiscret de vous demander, c'était dans quelle année ? Ça devait être 68 par là. D'accord. Parce que je suis de 61. Donc d'accord. Donc 67, 68. D'accord. Voilà. Et puis la deuxième, c'est important parce que c'était une époque où il y avait effectivement beaucoup moins d'aide apportée. C'était pour ça ma question. Oui, tout à fait. Et la dyslexie n'était pas reconnue. Voilà. Et alors maintenant, vous avez presque répondu, mais je voudrais juste un éclaircissement. Je suppose que dans vos recherches, de votre parcours, vos recherches, etc., vous avez essayé de trouver quelle était la pathologie, le pourquoi. Et est-ce que vous avez trouvé ? Alors, oui, j'ai demandé à mon médecin. Les médecins, ils font des simples bilans. Oui, je suis dyslexique et aussi j'ai l'angoisse des mots, quoi. Quand je veux écrire, si quelqu'un est à côté de moi, même encore maintenant, si j'écris à la main, j'ai un vent de panique. Mais je respire fort et puis je me dis que ça va aller. Et je fais des fautes. Mais maintenant, je les accepte. De toute façon, tout à l'heure, ce matin, j'ai lu à haute voix devant des gens que je connaissais pas un petit truc que j'avais jamais lu non plus auparavant. Et j'étais contente parce que c'était le challenge, mon challenge de la journée. Pourtant, je lis des livres toute seule dans mon coin, mais lire à haute voix, c'est encore une autre gymnastique. Et c'est pour ça aussi ce livre, puisque je l'ai fait pour les illettrés. Pour leur donner du courage. Je l'ai fait en audio aussi pour qu'ils puissent l'entendre s'ils ne peuvent pas le lire, parce que c'est important. Et quelquefois, maintenant, avec les ordinateurs, on peut faire défiler les mots et puis avoir le support en écrit. Et c'est vraiment bien ça. Personne a une autre question à poser ou une réaction sur parcours d'Aline? Moi, je voudrais, juste par rapport à la question que vous avez posée, madame, aussi, repréciser. Alors, Aline, elle était de coup dyslexique, ça n'a pas été repéré à l'époque où elle a été à l'école, et du coup, elle se retrouve dans une situation d'illettrisme. Donc, elle a combiné ce qu'on dit, une situation à la fois de dyslexie en ce qui la concerne et d'illettrisme, mais qu'en fait, quand on parle d'illettrisme, il y a d'autres personnes, donc Aline, c'est son parcours, le parcours est propre à chacun, qui n'ont
n'ont pas forcément une pathologie telle que la dyslexie, qui peuvent se retrouver aussi en situation d'illettrisme parce qu'ils n'ont pas bien acquis tout ce qu'on appelle les compétences de base, la lecture, l'écriture. Donc juste, je voulais bien préciser que du coup ça peut... on dit souvent il n'y a pas une situation d'illettrisme, il y a autant de situations d'illettrisme que de personnes. Souvent c'est lié aussi au parcours de la personne et tout ce qu'elle traverse aussi dans la vie. Et pour Aline, c'est vrai que c'était la dyslexie qui a aussi fait qu'elle est arrivée à cette situation d'illettrisme. C'est vrai que la dyslexie, on la soigne maintenant, mais c'est vrai aussi qu'on la soigne avec des orthophonistes, mais pour trouver un orthophoniste pour nos enfants, c'est très compliqué. C'est pour ça que dans ce livre, à la fin, je fais une petite parenthèse pour mettre en avant le fait que l'on manque d'orthophonistes et qu'à cause de ça, il y a encore beaucoup d'enfants qui arrivent en 6e sans maîtriser la lecture et l'écriture. Et ça, fatalement, ça fera des enfants en difficulté à un moment donné. Même si maintenant, ils utilisent leur ordinateur, mais ça n'empêche, à un moment donné, ils vont se retrouver devant des mots, ils vont être tout seuls à être obligés de les lire et de les écrire, et ils ne pourront pas le faire. Ça serait incompréhensible. Et c'est vrai que dans cette dernière page, je mets que les orthophonistes ont leur place dans les écoles. Parce qu'il n'est quand même pas normal qu'un enfant de 6 ans qui a besoin d'un orthophoniste soit obligé d'attendre 2 ans dans certains endroits, et voire plus même. Donc, oui, et le coût en plus. Ouais. C'est pris en charge théoriquement. Pas tout, pas toujours, et voilà, tout à fait. Et c'est compliqué parce que les gens qui travaillent, qui quittent tard, ils font comment pour emmener leurs enfants? Ça se passe comment? Ça se passe pas, parce que les parents, à un moment donné, baissent les bras parce qu'ils sont fatigués de se battre. Et c'est compréhensible, on peut pas être de tous les fronts. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre instituteur qui vous a maltraité pendant votre scolarité? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui à ce professeur qui n'a pas su voir vos difficultés et qui n'a pas su vous aider comme l'autre instituteur a pu le faire, avec tous les progrès que vous avez faits et ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Est-ce que c'est... Enfin, d'abord, bravo, mais qu'est-ce que vous lui diriez à ce professeur? Il doit être très vieux, il doit être parti à la retraite maintenant, mais qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, là, s'il était devant vous aujourd'hui? Alors, le tyran, je le laisse où il est, et je pense qu'il doit être décédé parce que les années ont passé. Mais par contre, l'enseignant qui m'a aidé, qui m'a appris le peu que j'ai réussi à apprendre avant de sortir de l'école, lui, je le remercie. Oui, je l'aide de temps en temps au téléphone. On s'envoie même des mails maintenant. Mais oui, lui, je le remercie. Et faut savoir que quand on tombe sur un enseignant comme ça, il aide beaucoup d'enfants. Tous les enfants, pour lui, son but, c'est d'aider les plus défavorisés, d'aider ceux qui ont le moins de moyens de réussir. Donc voilà, il met toujours tout en œuvre, et même si maintenant il a pas loin de 80 ans, il aime toujours étudier, il aime toujours enseigner, il aime toujours donner de sa personne en fait. Ouais, il est toujours merveilleux, ce monsieur. Je voulais vous demander combien de temps a duré la formation que vous avez faite à 50 ans pour réapprendre à lire et à écrire, et quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour vous permettre de regagner en confiance. Voilà, combien de temps ça a duré et comment ça a réussi à fonctionner? Alors, ça a fonctionné parce que déjà j'étais volontaire, je voulais vraiment. Et ça a fonctionné parce que la femme institutrice pour adultes était très, très douce. Vraiment, chaque personne avait ses propres bagages, et dans chaque bagage, elle essayait de tirer le meilleur de chaque personne.
Donc c'était vraiment une personne formidable. Et moi, je lui ai demandé de me donner du travail, de ramener à la maison du travail, parce que en fait, chacun faisait un petit peu comme il voulait, comme il pouvait aussi. Et moi, comme j'avais plus d'enfants à charge à l'époque, je voulais qu'on me donne un maximum de travail pour profiter seulement, parce qu'il y avait seulement 6 mois. Donc 6 mois, on ne peut pas tout apprendre en 6 mois. C'est pas possible. Donc moi j'ai beaucoup travaillé pendant ces 6 mois pour en tirer un maximum. Et ensuite je suis partie sur ma VAE, donc ça m'a permis de continuer à faire ma VAE, c'est sur 2 ans, donc ça m'a permis de continuer à travailler pendant 2 ans mon écrit et puis la compréhension des phrases, parce que construire une phrase, construire un texte, c'est pas toujours simple. Et puis j'ai trouvé sur l'ordinateur beaucoup de dictées à faire toute seule. Donc voilà, ça, une fois que la machine a été lancée, j'avais du mal à m'arrêter après. Mais c'est vrai que dans le monde où on vit, il faut vraiment que ça s'arrête tout ça, parce que c'est plus possible, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai lu votre livre, Aline, qui m'a beaucoup touchée. Et ce que j'ai remarqué de plus important, à mon sens, c'est que quand on ne maîtrise pas les compétences de base, on est très fragile et on est soumis. On est soumis aux autres. Alors il y a des bonnes rencontres, il y a des moins bonnes rencontres, mais on n'a pas la capacité de suivre complètement sa propre voie. Et je trouve que ce qui est beau, c'est que malgré tout, grâce à votre volonté d'apprendre, vous avez réussi à reprendre le dessus, mais ça a quand même été un long parcours. Oui, tout à fait. Lorsqu'on est en difficulté, forcément, il y a des gens dans la vie que l'on rencontre qui nous aident, et même très bien, et merci. Mais aussi, il y a aussi les gens profiteurs de la faiblesse, profiteurs. Voilà. J'ai été mariée pendant très longtemps au père de mes enfants, pendant plus de 18 ans. Voilà, comme vous pourrez le voir dans le livre, ça s'est fini en tragédie. Voilà, et donc pour moi, c'était pas forcément évident en tant que femme de divorcer, puisque si on divorce, il faut faire des papiers, ça engendre une grosse problématique. Et quand on a 2 enfants, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on le prend pas? Donc moi j'avais fait le choix dans ma tête depuis longtemps d'ailleurs, de finir d'élever mes enfants pour qu'ils aient une éducation scolaire, pour pas qu'ils soient perturbés de choses, de divorce, de complications. Donc j'ai pas pu attendre d'avoir complètement de la scolarité de mes enfants avant que un drame arrive, donc voilà. Et donc je me suis retrouvée à la rue à un moment donné avec mes enfants, même s'ils n'étaient pas tout petits, ils avaient quand même 18 ans et 17 ans, mais ça n'empêche qu'ils n'avaient pas de toit, et moi non plus. Écoutez, on est illettrés, mais on est courageux, donc on se lève le matin, on continue à aller travailler, on cache tout ça de notre mieux pour pouvoir continuer à avancer, et puis pour protéger ses enfants aussi. Et donc voilà, les années ont passé, je m'en suis sortie, on s'en sort tout le temps dès l'instant qu'on travaille. Je pense que dès l'instant qu'on travaille, déjà, c'est déjà quelque chose de bien. On peut pallier à se débrouiller financièrement, à faire un petit crédit
voilà, on peut se débrouiller un petit peu avec ça. Mes enfants étaient grands, donc ils pouvaient m'aider avec tous ces papiers de changement de vie. Et puis, voilà, le temps passe, et puis, voilà, un jour, on rencontre théoriquement l'homme idéal pour vivre tranquillement. Mes enfants, ils avaient tous les deux un âge, ma fille s'était mariée, et donc j'ai vécu avec quelqu'un pendant 8 ans, 9 ans. Je l'ai quitté une fois que je suis retournée à l'école. parce qu'en fait, il a profité de ma naïveté, de ma naïveté déjà une femme amoureuse, voilà, ça voit, enfin une personne amoureuse, déjà ça voit pas tout, et en plus naïve et puis illettrée, quelle proie facile. Et voilà, il avait 3 enfants à l'époque, donc bien sûr je m'occupe de la maison, je travaille et je m'occupe des enfants. Oui, ça paraît une vie parfaite. Et il a abusé de ma confiance, il m'a fait faire des crédits habitation. Moi, je pensais être propriétaire de la maison au même titre que lui, puisque quand j'étais mariée avec le père de mes enfants, on a fait tous les deux un crédit habitation, mais voilà, on a fait un crédit habitation, on était mariés, donc c'était sous le régime de la communauté, donc c'était normal. Et là, je pensais que c'était un peu dans les mêmes tons, quoi, puisque j'ai signé. Eh ben non, pas du tout. J'ai fait un crédit habitation, j'ai payé ce crédit, j'ai même payé sa voiture aussi en crédit. J'ai beaucoup travaillé pour rien. Et en fait, quand je l'ai quitté, il m'a même demandé un loyer pour les années que j'avais vécues chez lui. Donc je me suis battue, puisque à l'époque j'étais sortie de l'école et j'avais rencontré la lutte contre l'illettrisme déjà. Donc j'ai pris un avocat, je me suis battue. Je n'ai pas récupéré d'argent, mais au moins je n'ai pas donné de loyer. C'est vraiment... mais c'est ça aussi, être illettré. C'est vraiment faire confiance, parce que voilà, on fait confiance aux gens. Et parce que je suis retournée à l'école, j'ai pu poser des vraies questions, parce que à mon enseignante, les uns et les autres ont posé des vraies questions sur certains documents, sur des droits au travail. Et moi, j'ai posé les vraies questions sur les droits de la vie, si on était marié, si on faisait un crédit, habitation, est-ce que ça doit être, comment que ça doit être, et etc. Donc elle m'a trouvé les bonnes réponses. Je suis allée chez le notaire, chez lequel il avait signé, parce que moi, j'avais pas signé. Et effectivement, j'avais vraiment pas signé, et puis il n'y avait aucune ambiguïté dans les documents. Il était seul propriétaire. Voilà. Et ça, c'est une arnaque. Et en fait, je me suis aperçue que après, avec le fil du temps, et puis quand on arrive à en discuter un petit peu entre les personnes, il y a énormément de personnes qui se font avoir comme ça, en fait, parce que pendant quelques années, la personne elle va vivre avec une autre personne, et il y en a un qui va profiter financièrement de l'autre. Et voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi, parce que dedans, je dénonce en même temps... c'est vrai que j'ai du mal à en parler, mais je l'ai écrit. Ça, c'est parce que ça restera, par contre. Voilà. À un moment, vous avez parlé de Lancôme. Donc, c'est une fondation qui a été créée par Lancôme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, Lancôme a mis en place... une association de la lutte contre l'illettrisme pour les femmes. Et Isabelle Rossellini, elle est pour l'international, puisque pour
qu'au Guatemala, en Tunisie, etc., que les femmes ils puissent aller à l'école, être prises en charge. Justement, Lancôme subventionne énormément pour ces écoles. Et moi, je suis leur ambassadrice pour la France. Et l'an dernier, Lancôme, en France, a fait sortir 700 femmes de l'illettrisme. Donc, je suis très fière d'être leur ambassadrice. Dans le livre, en fait, la préface est écrite par la directrice de Lancôme, Julie Audouin, qui du coup explique justement sa rencontre, qui est aussi comment elle a rencontré Aline. Donc je vous laisse découvrir ça dans le livre. Je fais le teasing là, comme on dit, pour après, pour ceux qui souhaitent le lire, pour pas tout vous révéler. C'est vrai que Julie Audouin, Urdangaret et Monsieur Fernandez pour la lutte contre l'illettrisme, ce sont des gens très 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 engagés pour cette lutte. Vraiment, je sais que mes premiers écrits de mon livre, je les ai présentés à Julie Audouin et je lui ai présenté avec des fautes d'orthographe. Même des mots inversés, parce que voilà, c'est ma grande spécialisation. Et elle me les a corrigés sans aucune critique, sans aucun jugement, sans rien du tout. Juste bravo, je te remercie. Oui, ton livre, voilà, on continue à écrire. Et puis elle m'a corrigé les premiers temps parce que j'avais pas de plume. Mais moi, je suis pas écrivain, je suis pas écrivain. C'est un métier. Et donc voilà, ils m'ont donné une plume pour que je puisse enfin, je travaillais pendant le premier confinement. J'ai profité du premier confinement donc pour écrire ce livre à fond, quoi, parce qu'avant j'écrivais de temps en temps mes idées, ce que je ressentais, ce qu'il fallait vraiment, ce que je mette dans ce fil conducteur, parce que voilà, ça part de l'enfance, mais de là toute une vie est tracée. Parce que les choix de mariage, parce que les rencontres, et heureusement à côté de ça, même si mes parents étaient de simples paysans, j'ai reçu quand même une éducation qui disait toujours tu te lèves le matin, tu te respectes et tu files, hein, tu travailles, tu enlèves tes manches, tu te bats, tu vas y arriver. Et la dignité et la fierté, et oui, je remercie beaucoup mes parents pour ça, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu pallier à tous les problèmes que j'ai rencontrés à côté. J'ai toujours dit non, je baisserai pas les bras. Non, jamais. Même si des fois, bah oui, c'est la vie. Hein. On s'assoit, on pleure, on met 6 mois, 1 an à se remettre de certaines blessures parce que c'est pas rien. Mais c'est ça la volonté. Et c'est pour ça que j'ai écrit tout ce livre avec donc Julie Audouin. Elle a corrigé les premières pages. Ouais, une bonne trentaine même, sans rien dire. Pourtant, c'est quelqu'un de super cultivé. Elle manie plusieurs langues et tout, et d'une gentillesse. Ouais, je me suis aperçue en fait que les gens qu'on pensait complètement inaccessibles parce qu'ils sont dans la hiérarchie, ils ont une notoriété, eh ben non, pas du tout. Ils peuvent être à la hauteur de tout le monde, et bravo pour eux. Et oui, c'est vrai que Julie Audouin, comment que je l'ai rencontrée? Grâce à Monsieur Fernandez. Elle m'avait invitée dans un petit restaurant à Paris, et là, je me suis pas dégonflée, j'ai fait ma proposition. Et voilà quoi. Et une belle aventure a commencé. Merci beaucoup Aline. Je pense que à travers ce livre, à travers tout ce que vous nous avez partagé ce soir, on a tous du coup entendu un parcours d'une personne qui a été en situation d'illettrisme, qui, elle l'a dit, hein, je pense qu'elle a un courage exemplaire, qui a voulu s'en sortir et qui maintenant aussi porte la parole, vous le voyez, auprès de tout le monde. Enfin,
elle parle, comme j'ai dit aujourd'hui, auprès de nous, et c'est son combat, elle le dit tout le temps, elle continuera toujours, hein, à chaque fois, enfin, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, je continuerai toujours à parler de ça, pour aussi que les gens qui sont concernés, leur entourage, sachent qu'on peut s'en sortir, que l'illettrisme, c'est pas une fatalité, on peut apprendre à tout âge, et il faut lever le tabou, parce qu'on sait que c'est tabou, elle l'a bien évoqué aussi, tout ce qui est mis en place pour le cacher. Donc voilà, d'être venu ici ce soir et l'avoir partagé avec vous, ça permet, comme on l'a dit en introduction, de sensibiliser à l'illettrisme et après voilà, d'en parler autour de vous et de continuer le combat que Aline mène très bien et depuis maintenant quelques années et qu'elle va continuer en plus. Merci en tout cas. Eh ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et si vous croisez quelqu'un qui n'a jamais ses lunettes ou qui n'a jamais de stylo, eh ben, proposez-lui le numéro vert ou appelez le numéro vert. Hein, c'est le 0800 10 11 35. 11 10 35. C'est mon côté dyslexique. Je fais toujours un truc à l'envers à un moment donné. Et voilà quoi. Parce qu'il n'y a pas d'âge, on peut toujours faire. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Et puis merci pour tout.